L'actualité du recrutement. Alain Lacroux, bonjour. Bonjour. Alain Lacroux, professeur de sciences de gestion, donc agrégé des universités, professeur de sciences de gestion, à Feu Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, désormais Université Polytechnique des Hauts-de-France. Tout à fait. C'est ça, j'ai tout bon. C'est tout bon. Bien. L'actualité du recrutement, où on en est, enfin, quelles sont les méthodes qui émergent en termes de recrutement? Alors, pour poser le cadre, disons qu'au niveau du contexte général, on continue à recruter suivant une méthode assez traditionnelle qui consiste à demander un CV et faire suivre avec un entretien. Le problème, c'est qu'on sait depuis très longtemps déjà que le CV, ce n'est pas un outil extrêmement fiable. D'abord parce que quelques études ont montré qu'à peu près un peu plus de la moitié des CV étaient sans doute arrangés, voire carrément falsifiés. Et l'autre gros problème, c'est que le CV est un vecteur de discrimination, étant donné que certains recruteurs s'appuient sur des informations disponibles, le nom de famille, la photo, pour éventuellement écarter certains candidats. Donc ça, on le sait depuis longtemps, et donc il y a quelques nouvelles méthodes qui se développent pour essayer de lutter contre ces biais. Alors j'en citerai simplement trois rapidement. La première, c'est enlever le CV. C'est ce qu'on appelle les recrutements sans CV. Un bon exemple, c'est ce que fait Pôle emploi avec la méthode de recrutement par simulation, où on reconstitue un environnement de travail, on met le salarié au travail et on l'évalue en situation. Ce qui permet d'éliminer justement des biais liés à la qualité rédactionnelle des gens quand ils préparent leur CV. La deuxième méthode, elle est très anecdotique, mais bon, elle a été pratiquée un petit peu, c'est l'entretien en aveugle, c'est-à-dire que candidats et recruteurs ne se voient pas. Ils sont séparés par un rideau, par exemple. Alors, c'est un petit peu le principe de l'émission The Voice. Ça a été appliqué dans quelques entreprises américaines, mais il faut savoir qu'il y a un secteur où ça marche super bien, c'est le recrutement des musiciens d'orchestre classique. Depuis que les grands orchestres américains font passer des entretiens à l'aveugle, des auditions à l'aveugle, le nombre de femmes a été multiplié par 6 dans les orchestres américains. Donc ça marche, mais c'est très anecdotique. Et la troisième chose qui est quand même assez installée maintenant, c'est anonymer la candidature. C'est-à-dire, on enlève du CV tout ce qu'on appelle le bloc d'état civil, autrement dit, le nom, la photo, etc. Et c'est justement des choses qui vont empêcher, qui vont priver le recruteur d'informations qu'il aurait pu utiliser à mauvais escient. Puisque ce dont on le prive, en fait, c'est des critères qui sont potentiellement illégaux. Il fait débat, hein, le CV anonyme. Il fait débat, et il a pas mal fait débat, et donc il devait être mis en place en 2006, mais bon, les décrets d'application n'ont pas été pris. Et il y a eu un rapport qui a été publié en 2005 qui concluait que le CV anonyme n'était pas efficace. Et donc, ça a été... ça a conclu à l'enterrement de cet outil. Alors qu'en fait, à mon avis, le débat reste quand même assez ouvert sur l'efficacité ou l'inefficacité du CV anonyme. Parce que, bon, effectivement, il y a quelques études qui ont été faites, assez rares, une dizaine d'études tout au plus, et qui montrent des effets parfois très positifs, c'est-à-dire le CV anonyme permet aux femmes un meilleur accès à l'entretien, ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, on a eu des résultats un peu paradoxaux, c'est-à-dire que le CV anonyme, dans certaines études, il va désavantager les candidats issus de minorités dites visibles, d'accord ? Et donc, ces candidats, ils ont de moins bonnes chances d'accéder à l'entretien lorsque leur CV est anonyme que lorsqu'il ne l'est pas. Donc ça, c'est un résultat un peu troublant, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on attendait. Et c'est ce qui a conduit notamment, sur la base d'une de ces études qui avait été commanditée par Pôle emploi, à dire le CV anonyme ne marche pas. C'est sans doute plus compliqué que ça, parce que ces études, elles sont toujours faites sous forme d'expérimentation. On demande à des recruteurs de lire des CV et puis de les classer. Quand on est en situation expérimentale, il y a toujours ce qu'on appelle la désirabilité sociale, c'est-à-dire que certains recruteurs, pour paraître responsables, bons citoyens, etc., vont peut-être repérer évidemment qu'il y a des CV qui sont différents des autres et éventuellement les discriminer positivement, ça peut être une explication. Et c'est un petit peu l'intuition qu'on avait avec ma co-autrice. Et on s'est aperçu en fait que lorsqu'il s'agissait de candidats d'origine marocaine, c'était dans notre expérimentation, effectivement, il y avait une discrimination positive envers eux. Autrement dit, quand ils présentaient un CV non anonyme, bizarrement, ils étaient mieux classés que les autres, alors que ça n'est pas du tout vrai sur le terrain. Et donc pour contrôler ça, on a fait passer aussi des candidats dont la photo avait été modifiée pour qu'ils paraissent en surpoids. Et là, pas de désirabilité sociale, c'est-à-dire que ces candidats ont été systématiquement éliminés. Et pour eux, le CV anonyme, évidemment, est très favorable. Bien sûr. Donc, c'est une question compliquée. Recruter sans discriminer, c'est illusoire ou c'est... Alors, il faut être optimiste sur ces questions, pessimiste, enfin voilà, c'est... C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est-à-dire que recruter, c'est discriminer. Donc, forcément, on doit discriminer. Le problème, c'est la discrimination illégale. Donc,
on sait qu'il y a quelques méthodes qui marchent à peu près, mais le gros problème sur lequel il est très difficile de lutter, c'est ce qu'on appelle l'homéophilie du recruteur. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à préférer les gens qui nous ressemblent. Donc quand on est recruteur, on va avoir tendance à recruter des gens qui nous ressemblent. Donc il y a des auteurs qui ont montré que ce n'est pas tellement par racisme ou par volonté d'exclusion des candidats qu'on les excluait, mais c'est parce qu'ils ne nous ressemblent pas. Et donc le problème, on comprend très bien les recrutements, le fait que les gens recrutent des gens qui leur ressemblent, donc les discriminations perdurent. Et on peut prendre l'exemple, quand on voit des images d'une start-up, par exemple, il y a beaucoup de jeunes, il n'y a pas beaucoup de seniors dans les start-up, parce que les start-up sont gérées par des jeunes qui recrutent des jeunes. Donc c'est vraiment très compliqué, en fait. Des dispositifs contraignants, pour finir ? Alors, justement, comme c'est très compliqué, on s'est dit que, alors soit on essayait d'encourager avec le CV anonyme, soit on va vers du plus contraignant. Alors ça, c'est une tradition peut-être plus anglo-saxonne qu'on appelle la discrimination positive, autrement dit. On acte le fait que la discrimination existe, qu'elle est pratiquement impossible à supprimer, et donc on va rétablir l'équilibre par la loi. Alors c'est pas très très populaire en France sur le marché de l'emploi, évidemment, mais il faut savoir qu'il y a des procédures qui fonctionnent. Qui fonctionnent, c'est justement là le problème. On peut parler par exemple de la parité dans la vie politique. Avec les mesures de parité, aujourd'hui, on a la moitié des conseils départementaux dans lesquels il y a des conseillères sont des femmes. C'est-à-dire qu'en gros, on a 50% de femmes dans les conseils départementaux et 90% d'hommes à la présidence des conseils départementaux. Et dans les entreprises, il y a la loi Copé-Zimmermann qui obligeait à faire la même chose, c'est-à-dire à rétablir un peu de parité entre administrateurs et administratrices. Dans le SBF 120, on a 40%, à peu près 39% d'administratrices, donc très bien. Et vous savez très bien qu'au CAC 40, on a une PDGR pour l'instant, Isabelle Cocher chez Engie, et que tous les autres dirigeants sont des hommes. Donc ça illustre bien la problématique, c'est-à-dire qu'il y a encore à faire. Il y a du chemin. Il y a du chemin. Merci Alain Lacroux. Merci Jean-Philippe.